Oui. Est-ce que quelqu'un connaît ce robot-là en partant? Oui. Oui. C'est Sophia. C'était une intelligence artificielle qui était censée révolutionner le monde. Et puis, elle a eu sa citoyenneté, je crois, soit en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Oui, puis après ça, elle a déclaré qu'elle voulait détruire l'humanité. Puis les journalistes ont bad-trippé bien raide avec ça. Généralement, quand on a une question d'intelligence artificielle, on se fait souvent dire que ça prend un humain dans la boucle à quelque part. De manière plus générale, l'humain dans la boucle, c'est un petit peu un rôle qui est donné à quelqu'un d'être le bouc émissaire pour tous les échecs qui sont arrivés. Si l'IA ou l'agent automatique fonctionne bien, tant mieux. S'il fonctionne mal, l'humain dans la boucle aurait dû faire de quoi puis s'en rendre compte. Donc, c'est un rôle qui est souvent pas très pratique. C'est difficile de savoir où est-ce qu'un humain devrait aller dans la boucle. Et puis moi, là-dedans, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ça fait un petit peu plus que 15 ans que je fais du développement logiciel. Je suis passé, il y a à peu près 5, 6, 7 ans, beaucoup dans la fiabilité de système. Je me suis mis à étudier un paquet de vieilles ressources sur les théories de l'automatisation. Tout ce qu'il peut y avoir par rapport à des incidents industriels, par rapport aux autos qui se conduisent seuls, les avions, ces genres de choses-là. Et puis j'ai été voir beaucoup dans la vieille théorie d'interaction humain-machine, ces choses-là. Et ça donne qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles qui se font avec l'IA. Souvent, on se fait un petit peu vendre l'IA comme quelque chose qui a rapport à complètement nouveau. Ça va remplacer un humain. C'est un humain qui n'est juste pas encore brillant. C'est un petit peu un cœur qui se promène là, mais éventuellement, il va être vraiment intelligent. Trustez-nous. Puis, tant que ça n'a pas vraiment atteint ce niveau-là, aujourd'hui, si je le déploie en prod, c'est pas vrai que ça va se comporter comme un humain. C'est un petit peu de la bullshit. Donc, l'assumption de base que j'ai, c'est l'IA, c'est pas une intelligence encore. Présentement, c'est une automatisation ou un automaton qui est de plus en plus indépendant. Mais quand on considère quelque chose comme un humain, on lui donne vraiment des propriétés différentes psychologiquement, puis quand on interagit avec, de ce qu'on donne à une automatisation, que ce soit une machine, que ce soit un thermostat ou quelque chose du genre, mais les théories sont semblables. Donc, je joue un petit peu avec ça. Il y a aussi un concept que je trouve intéressant qui va s'appeler, je l'ai dessus, ici, là, le vide contextuel. Le vide contextuel, c'est un petit peu cette différence-là entre... Je sais pas pourquoi. Yes. Le vide contextuel, c'est un petit peu cette différence-là qu'on a entre un humain et une machine. Quand on prend un humain, quelqu'un ici dans la pièce, on a une vie à l'extérieur, on a des valeurs, on a des objectifs, on a quelque chose qu'on veut faire. Quand on se demande de travailler sur un problème, de trouver une solution, on rétrécit notre frame de pensée pour quelque chose de plus en plus contraint, jusqu'à temps qu'on trouve un modèle très, très serré de ce qu'on veut faire, et là, on développe la solution. Et l'automatisation, elle vient de cet autre côté-là. On a la chose la plus restreinte possible, qui représente un peu l'univers, et puis là, on commence à développer pour automatiser. Puis à mesure qu'on s'en sert, on se rend compte que les choses marchent plus ou moins bien, et puis là, on étend son niveau d'indépendance, d'action de ces choses-là. Donc, c'est un petit peu le côté où l'humain commence très large, est capable de se dire ça n'a pas rapport à ce qu'on fait là, on n'a pas les bonnes règles, on n'a pas les bonnes lois, ces choses-là. L'automatisation commence de l'autre côté, très, très serré, où il n'a aucune idée de c'est quoi les limites de son propre monde. Et on a toujours besoin de cette interaction-là entre la personne et la machine pour rediriger la machine et la machine pour donner plus de pouvoir ou plus de capacité aux humains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vide contextuel, c'est l'espace entre les deux. Puis cet espace-là fait que c'est la raison pourquoi est-ce qu'on a presque toujours besoin d'avoir un humain dans la boucle. Parce que quand l'humain n'est pas là dans la boucle, la machine, à un moment donné, si le monde ne fit plus à ses paramètres dans lesquels elle a été définie, elle n'a pas de façon de l'apprendre, elle n'a pas encore de façon de le voir. Il n'y a pas vraiment de modèle qui dit les règles que j'ai eues sont plus bonnes, ça n'a plus rapport à ce que je fais. Et puis c'est le problème qu'on voit des fois, même avec déjà les LLM, même s'ils sont bien avancés, de pas capables de dire qu'en thèse, ils ne savent pas quelque chose. Donc ça, c'est un petit peu le concept de vide contextuel. Et puis il y a une citation que j'aime beaucoup avec ça, qui est une solution parfaite. Je vais essayer de la lire, je l'ai dessus encore parce qu'elle est très, très tannante, cette petite citation-là. La solution optimale à un modèle n'est pas la solution optimale à un problème, à moins que le modèle et le problème soient exactement identiques, et ce n'est jamais le cas. Donc, c'est un petit peu la chose qui est à l'intérieur. Donc, j'ai une série de 12 questions que j'ai prises, qui pour moi, j'ai pas d'autre background, j'ai juste sacré Sophia tout le long, on est pris avec. Question de base, c'est est-ce qu'on est meilleur une fois que l'outil est enlevé? Hein, c'est des questions que je veux poser aux gens qui veulent adopter de l'IA. C'est pas des questions qui sont contre ou pour l'IA, mais c'est une façon d'un peu savoir comment est-ce qu'on ferait une décision judicieuse par rapport à comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, est-ce qu'on est meilleur une fois l'outil enlevé? Il y a une étude super intéressante qui s'appelle « How LLMs Function as a Learning Aid ». Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une petite expérience où ils ont pris 3 groupes d'étudiants. Ils ont pris un groupe d'étudiants classique, pas d'intelligence artificielle,
Vous faites vos études, des exercices comme des exercices de maths ou peu importe, et après ça, vous faites un examen. Il y a un deuxième groupe, ils ont pris un groupe avec ChatGPT. Ils ont dit, vous apprenez avec ChatGPT, vous pouvez vous en servir pour les exercices, puis après, vous faites un examen, le même que les autres, mais sans ChatGPT. Il y a un troisième groupe qui ont pris, on va vous donner un AI de tuteur. C'est un ChatGPT, mais avec un prompt particulier qui aide à l'éducation. Il fait des choses comme donner des indices de plus en plus révélateurs sans jamais donner la réponse. Quelque chose qu'un enseignement essaierait de faire. Donc, eux ont étudié avec ça, puis ensuite, ils ont pris le même examen sans l'AI pour le faire. Ce qu'ils se sont rendus compte quand ils ont regardé les résultats, c'est que les personnes qui ont étudié par eux-mêmes ont pris un peu plus de temps pour le faire, mais ont eu des excellents résultats dans leurs examens. Les gens qui ont pris l'AI tuteur, eux, ont étudié quand même vraiment beaucoup plus vite, mais ont eu des assez bons résultats dans l'examen aussi, semblables aux autres. Les gens qui ont pris ChatGPT avec pas le prompt spécial ont étudié très vite, étaient très, très confiants en leurs capacités et ont eu les pires résultats de tout le monde. Donc, c'est un petit peu le côté où est-ce que oui, l'outil peut être valable, mais c'est très, très important quand on décide de l'intégrer dans l'éducation, d'être conscient de c'est quoi la réalité de l'éducation et c'est quoi les choses qui font que ça a du sens. Le fait qu'on ait un AI n'est pas suffisant pour avoir une bonne interface. Donc, il y a des façons de faire des outils qui permettent d'apprendre, il y a des façons de faire des outils qui nous rendent un peu plus, je dirais, paresseux, ce qu'on appelle du cognitive offloading. On prend une fonction qui est difficile, et puis on fait juste dire, j'y pense plus, j'ai plus de problème. C'est un petit peu la différence entre quelqu'un qui sait faire des calculs mathématiques à la main et prend la calculatrice pour aller plus vite, et quelqu'un qui n'a jamais appris à compter, mais prend la calculatrice pour avoir la réponse. C'est deux personnes qui utilisent une calculatrice, mais ce n'est pas le même fonctionnement. Deuxième question, est-ce qu'on augmente l'humain ou l'ordinateur? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser parce que augmenter l'humain, souvent, c'est augmenter notre capacité à gérer plus d'informations, à prendre plus de décisions, à avoir plus de force, une poulie ou un moteur ou quelque chose. C'est de l'automatisation qui augmente nos capacités. Augmenter la machine, c'est un petit peu différent. Augmenter l'ordinateur, c'est souvent, on ajoute de l'automatisation, on lui donne un plus grand scope. Mais quand on vient encore à notre réalité du vide contextuel, de quelqu'un qui est très, très bien situé puis qui a une machine qui l'est moins, quand on augmente la machine, ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on améliore, ça va être la vitesse à laquelle on gère les situations normales, communes, qui ne sont pas exceptionnelles. C'est ce qu'on voit un petit peu avec les autos intelligentes qui sont très bonnes à conduire dans une ville où ce qui fait beau, mais qui ne savent pas gérer les travaux, ne savent pas gérer les accidents, ne savent pas se tasser pour une voiture de police. Puis une voiture de police ou un camion de pompier, c'est quelque chose qui est rare, mais pas qui est exceptionnel. Tout le monde ici sait c'est quoi une sirène, à quoi ça sert, comment se tasser. Good, on a un nouvel écran. C'est Sophia. Mais c'est ça pour en dire un petit peu que augmenter la machine augmente un peu le taux de base, mais n'augmente pas nécessairement la capacité lorsqu'il y a des situations surprenantes. Souvent, quand la machine atteint sa limite, et c'est ce qu'on voit beaucoup avec les autopilotes dans un avion, la machine fait comme « j'ai atteint mes limites, gère-les ». L'humain dans la boucle doit prendre le relais, et là, il est dans une situation qui est très, très complexe, parce que l'outil ou l'ordinateur a eu toutes ses limites et l'humain, lui, n'a pas nécessairement été augmenté. Quand on augmente un humain, le principe qu'on se rend compte un peu plus, c'est que la capacité maximale des situations les plus demandantes est mieux gérée. Un humain qui a une calculatrice peut juste compter plus vite que peu importe quand il n'y en a pas. Le côté qui est intéressant, c'est que ça n'augmente pas nécessairement le baseline, où on va être plus performant en faisant les choses de base. Mais la capacité en situation de haute demande est plus intéressante. Ça. Oui, Sophia elle essaie de tuer l'humanité. Mais donc, c'est ça. Donc, le côté qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a une solution qui augmente l'ordinateur et qu'on dit l'algorithme est meilleur ou de plus en plus autonome, ce qui risque d'arriver, c'est que quand il y a un problème, ça va être plus compliqué pour l'humain qui a à gérer maintenant une double crise. La crise du système qui ne fait pas ce qu'il fait et la crise de l'automatisation qui ne fait pas ce qu'elle fait. Et pour que l'humain comprenne ce qui se passe, doit savoir comment le système fonctionne sans la machine et avec la machine à l'inclus à l'intérieur. Donc, il y a plus de demandes. Ça amène à un des côtés que je trouve très plaisant, c'est est-ce que vous devenez superviseur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu quelqu'un avec une Tesla qui se conduit toute seule? Non. Chanceux. Quand il y a une Tesla qui conduit toute seule, il y a une espèce de modèle où ce qu'ils disent il faut tout le temps que tu fasses attention à ce qui se passe. Garde les mains sur le volant. Si tu lâches le volant plus qu'une période de temps, il y a une petite sonnette qui sonne qui dit mets tes mains sur le volant. Puis il y a des gens qui trouvaient ça bien, bien plate, et qui ont trouvé un beau petit truc, prennent un orange, mettent ça sur le volant, l'alarme est fermée. C'est des choses qui ne sont pas vraiment surprenantes. Ça se passait également quand on regardait les pilotes dans un avion avec le copilote, ces choses-là. Quand on est dans... Puis ça arrivait aussi dans les années 80 puis fin 70 quand on automatisait dans des usines. Un humain qui est dans un mode superviseur devient paresseux.
C'est normal, on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à penser. Et même si on dit à quelqu'un, il faut vraiment que tu sois attentif, on ne sera pas attentif. Ça ne marche juste pas comme ça, on n'est pas fait de même. Donc, quand on a un humain qui tombe dans le rôle de superviseur, que tout ce qu'on a, c'est la machine fait des inputs, des outputs, ces choses-là, puis tout ce que tu as, c'est à la regarder et à dire oui, c'est correct, non, c'est pas correct. Éventuellement, on lui fait confiance, puis on s'en sac. Puis là, quand il y a un cas qui n'est pas correct, on le capture juste pas. Donc, l'effet qu'on a souvent, c'est qu'un humain superviseur, il y a un double côté qui est dangereux à ça. Un, c'est comme si tu n'avais pas vraiment de superviseur ou un superviseur à temps partiel. Et deux, c'est que, étant donné qu'on n'est jamais en train de prendre les actions ou ces choses-là, on perd un petit peu une certaine mémoire de nos capacités, de ces choses-là, la capacité de réaction, le jugement s'atrophie un petit peu. On est super bon pour oublier des choses, c'est une des bonnes manières d'apprendre. On oublie certaines choses, on en apprend d'autres, mais ça fait que quand on est en mode superviseur, on devient plus paresseux, moins impliqué, puis on perd de nos capacités, donc plus ça va, moins le superviseur est bon. Un système avec superviseur au début est super bon, puis plus le temps y va, ça devient moins performant que si tu avais un système qui était joint entre les deux. Cette image-là à côté, ça vient d'une étude qui était sur des imageries médicales pour des mammographies de détection de cancer. Eux, ce qu'ils s'étaient rendu compte, c'est qu'ils ont pris un cas où tu as un seul humain qui juge les images, et en moyenne, c'est le pire résultat de tout. Quand tu prenais 3 humains, ce qu'ils appellent le standard of care, puis que tu les mets dans cette série comme ça, 2 qui lit la patente, un autre qui revise, tu as un résultat qui est très, très bon. Quand on a un AI tout seul, qu'on appelle ici le AI Reader, il est meilleur qu'un humain individuellement, mais il est pire que nos 3 humains. Quand tu prends un AI Reader avec un humain en arrière, c'est la même chose que si on avait juste l'humain ou cette affaire-là. Souvent, il override, mais ça n'apporte pas d'amélioration. Les autres cas qu'on a, c'est ce qu'on appelle le AI Reader Replacement ou le AI Bandpass. C'en est deux où est-ce que si tu mets l'AI sur un peu le même niveau qu'un humain pourrait l'être, ces systèmes-là dépassent les capacités de l'humain et de l'AI. Le fait qu'ils travaillent en équipe, qu'il y ait des perspectives différentes, qu'il y ait une augmentation plus grande, augmente l'intelligence ou la précision générale du système. Puis il y a un autre côté triage qu'on ne voit pas ici, ça c'en est un où ils mettent un AI Reader tout seul. C'est pas très bon, mais c'est plus vite, fait que c'est le fun pour voir c'est quoi les pires cas, peu importe. Mais la théorie qui est intéressante, c'est que quand on dit oui dans la boucle, mais où, c'est très important parce que souvent, quand on dit dans la boucle, tu es placé en arrière ici pour dire c'est de ta faute si ça ne va pas. Et on sait que ces systèmes-là ne sont pas bons. C'est prouvé, ça fait longtemps qu'on le sait. Les systèmes conjoints, où ce qu'on voit les AI et les humains plus comme une équipe, ont des meilleurs résultats. Est-ce que ça limite vos perspectives? Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis un tripeux de théorie d'incidents. J'essaie d'avoir mes notes de présentation sur certains. Dans les limitations de perspective, c'est un petit peu la déviation de l'idée de est-ce que ça vous augmente ou est-ce que ça vous contrôle ou un petit peu est-ce que ça augmente la machine. Quand on a quelque chose comme, disons, que j'ai beaucoup trop de données à regarder, je peux avoir certaines technologies, même si c'est de la visualisation, une map, des choses comme ça, qui permettent d'observer toutes mes données et d'avoir une meilleure compréhension. Que ce soit un système statistique qui permet de juste tout explorer mieux. Ensuite, je pourrais avoir le côté où j'ai les mêmes données, mais quelque chose me dit plutôt, voici, là, ça a l'air intéressant. Tu peux avoir un autre système qui est plus contraignant qui va dire « J'ai trouvé cette information-là, elle est intéressante pour toi ». Pire que ça, après ça, tu peux en avoir un qui dit « J'ai regardé ce qui se passe, je pense que tu devrais faire ça ». Et tu as un système complètement contraignant qui va être « J'ai regardé les données, j'ai trouvé les solutions, fais ça ». Donc, quand on se dit vraiment qu'est-ce que la machine fait, il y a un certain niveau où on a des machines automatisées qu'on essaye d'aider les gens, puis tout ce qui arrive, c'est qu'elle t'empêche de regarder, tu n'as plus de jugement, tout ce que tu deviens, c'est un exécutant, puis c'est encore une espèce de mode supervision. Donc, quand on regarde un AI, c'est intéressant de regarder vraiment, est-ce que ça augmente mes capacités à explorer? Est-ce que ça m'aide à explorer? Ou est-ce que ça m'empêche d'explorer, ça explore à ma place? Parce que ça, tout d'un coup, ça devient une autre dynamique qui est très importante aussi. Est-ce que c'est une distraction? C'est tout petit. J'aime ça beaucoup parce que je gère beaucoup des systèmes d'alarme, d'alerte. Et puis, il y a des machines que dès qu'ils trouvent de quoi d'intéressant, ils trouvent que c'est eux autres la chose la plus intéressante du monde. C'est « Hey, regarde ça, j'ai trouvé de l'information. Regarde ça, j'ai trouvé de l'information. C'est le fun. Check ça. » Puis ça se peut que moi, je sois en train de combattre un feu. On est 8 dans une salle avec une grosse panne. Je le sais que c'est en feu, Chris. Je me suis déjà fait pager puis réveiller. Donc, ces systèmes-là, c'en est un où est-ce que, oui, encore l'interaction humain-machine, mais le signal d'une alerte, souvent, c'est un signal qui demande ton attention. Et des machines qui ne sont pas bien intégrées à un flot de travail font en sorte que tout ce qu'ils font, c'est voler votre attention. Et la chose qui arrive, c'est que les gens les ferment, les mettent sur mute, les mettent dans une autre pièce pour ne plus se faire déranger éventuellement. Quelles sont les approches qui sont structurelles? Cela est un petit peu compliqué, mais la façon que je dirais de le voir, c'est que nous, dans les systèmes informatiques, souvent, on va avoir des logs, on va avoir des données, on va avoir ces choses-là. On va essayer de plugger ça dans l'AI. Puis l'AI, ça se peut qu'il va essayer de nous dire, voici comment tu pourrais améliorer ton système.
Mais il y a toute une dimension qui existe dans nos systèmes qui n'est pas dans les logs. Ça peut être d'un point de vue financier, ça peut être de comment est-ce que l'équipe s'entend bien avec, ça peut être de notre méthode de travail, la façon dont on organise nos tâches, ces choses-là. Tout ce qui n'est pas donné à l'automatisation ou à l'AI ne sera jamais dans ces suggestions. Donc, souvent, un peu le côté qui peut être intéressant, c'est qu'on dit on prend une solution ici qui va nous aider, mais la solution est à moitié aveugle de par ce qu'on lui donne comme information, puis tout ce qu'on ne lui donne pas n'existe pas dans son univers. D'un autre côté, il y en a qui sont bien intéressants. Moi, je suis un tripeux d'enquête d'incident. On a ce qu'on appelle le root cause analysis, qui n'est pas vraiment bon, selon les bonnes théories, mais c'est très populaire. Puis il y a beaucoup de solutions qui se vendent, que ça va être root cause as a service, qui essaie de trouver une espèce de solution mécanique très rapide. Et puis, généralement, ce qui arrive, c'est que quand on prend ça, on se coupe de toutes les meilleures solutions, parce que la solution plaisante ou charmante, ou peu importe, elle est mise dans l'outil. C'est un petit peu, comment dire, le concept de blâmer quelqu'un pour les problèmes. Quand l'outil est fait pour blâmer quelqu'un, on va être pris pour blâmer quelqu'un tout le temps à mesure qu'on utilise l'outil. Peu importe les données qu'on a, ça va être difficile de sortir du créneau dans lequel elle est mise. Dans le concept informatique, est-ce que ça va être un héros? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est familier avec le concept d'héros en informatique ou en incident? Jules, Gab, yes! Un héros, c'est une personne qui est capable de combattre tous vos feux. À toutes les fois que quelque chose pogne, vous appelez cette personne-là, elle sait quoi faire. Et c'est la seule personne souvent qui le fait dans votre compagnie. Cette personne-là ne peut pas partir en vacances sans se faire sortir de ses vacances. Cette personne-là n'a jamais le temps de former quelqu'un d'autre. Ou quand elle forme quelqu'un d'autre, les autres font comme « c'est pas vrai que je vais faire tout ce job-là », puis ils s'en vont. Et c'est un problème. C'est un signal, généralement, que dans une compagnie, ça va bien. Une compagnie qui est un petit peu plus saine dans ses opérations, dans sa façon de faire, va avoir une distribution de tâches à travers tous les membres de son équipe qui peut y aller. Donc, le côté qui est un petit peu compliqué, c'est que dans certains cas, on va prendre un agent automatisé pour automatiser toutes les tâches qu'on n'aime pas. Et d'un certain côté, soit l'AI devient le héros à ce moment-là qui fait toutes les tâches, puis si l'AI n'est pas capable de le faire, il n'y a plus personne qui sait rien faire dans la compagnie. Ou parce que l'AI gère beaucoup de cas, la personne qui est un héros, maintenant, il n'y a plus personne qui n'a jamais le goût de le remplacer et tu es pris avec un problème de héros encore pire. La dynamique organisationnelle est à faire un petit peu attention là-dedans. Est-ce qu'on a besoin de perfection? Parce que souvent, on se fait vendre des affaires qui ont l'air vraiment le fun, qui ont l'air vraiment parfaites, puis ça ne l'est pas. Moi, j'ai installé Kubernetes dans nos clusters, puis il faut encore qu'on fasse des réglages puis des choses. Kubernetes ne le fait pas. On roule Kubernetes dans AWS. AWS était supposé gérer tous nos problèmes. On a encore des problèmes à gérer. On a des tickets qui sont dans Jira. Jira, c'était supposé permettre d'organiser les équipes. Puis il faut encore qu'on se parle puis qu'on fasse des meetings. C'est un petit peu ça, souvent, quand on installe un peu un AI de même, c'est que c'est pas vrai que ça livre la marchandise. Ça donne une partie, mais c'est jamais là au complet. Il y a toujours plein de choses à réparer qu'on a dedans. Et puis le problème qui arrive, c'est que lorsqu'on a besoin de perfection, puis la perfection n'est pas là, c'est qui est imputable des décisions qui sont prises, c'est qui est imputable des choses qui sont arrivées. Ça va être un petit peu plus compliqué à ce point de vue-là. Puis souvent, la façon, quand on tombe avec ce problème-là, on va dire, on va mettre quelqu'un en backstop qui va aider si jamais il y a un problème. Et cet humain-là, c'est un superviseur. Puis on l'a vu, ça ne marche pas, un humain superviseur. Donc, c'est un problème à faire attention. Quelle portion du travail est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment ça, faire des entrevues pour un emploi, parce qu'ils trouvent que c'est vraiment précis et une bonne représentation du travail qu'ils vont faire? Ça n'arrive pas souvent, hein? Jamais le cas. Mais souvent, quand on nous vend une espèce d'outil qui dit « ça va faire tout ton travail », ça fait tout le travail qu'on imagine quand on écrit les entrevues d'emploi. Une fois par année, tu as un algorithme vraiment intéressant à faire, puis check, il connaît l'algorithme vraiment intéressant à faire. Le gros de la job est rarement ce qu'on pense que ça va être. Il y a une grosse différence entre le travail qu'on imagine qu'on doit faire et le travail qu'on fait actuellement. Un de mes exemples préférés avec ça, on le voit quand ils font des tests d'AI justement dans le domaine médical, avec les diagnostics médicaux. Il dit quand on donne une charte de patient à un AI, il trouve le bon problème beaucoup plus souvent que l'humain le fait. Mais le côté qui est oublié là-dedans, c'est que remplir la charte, savoir c'est quoi les bons symptômes, quoi décrire, c'est un humain qui l'a fait avant pour que le test il fonctionne. Donc, même quand on regarde OpenAI, ils sont bien fans de ça. L'AI a passé le test du barreau, il est capable d'être un avocat, puis tous les avocats qui s'en servent se font pogner par un juge en disant « Arrête d'inventer des citations, ou sinon je te débarre ». C'est un petit peu le côté où est-ce qu'il y a une grosse portion du travail que, oui, prend les connaissances, mais c'est pas vrai que le travail, c'est juste les connaissances. C'est les connaissances appliquées à l'environnement, et ce côté-là est difficile à faire. C'est le côté qui est très, très compliqué. C'est une des raisons pourquoi les autos intelligentes n'arrivent pas encore. C'est oui, il y a une grosse accumulation de données, comme mentionné par Kevin plus tôt, mais aussi la façon dont c'est appliqué de manière judicieuse
est vraiment difficile et on ne réalise pas nous-mêmes tout ce que ça prend pour le faire. Une question que j'aime beaucoup poser, c'est qu'est-ce qui arrive si on en fait rouler plusieurs? Souvent, quand on achète un agent ou on regarde une affaire, c'est vendu un petit peu comme le premier ordinateur qui rentrait dans votre famille en 96 ou quelque chose comme ça. C'est le premier dans ta maison. Voici ce que ça te prend, tout ton équipement, ça va changer ta vie, cet ordinateur-là. Mais c'est vraiment différent quand tu es rendu avec 12 hosties d'ordinateurs dans ta maison puis qui ne se connectent pas sur le bon réseau de la bonne façon. Quand on regarde un niveau d'un agent, c'est comme on va te prendre un agent qui va écrire du code. Mais ça a l'air de quoi quand tu as 12 employés, qui chacun roule 3 agents, qui sont tous indépendants, qu'il y en a un qui fait du code review au travers? Est-ce qu'on a un moyen de les synchroniser entre eux ou est-ce qu'on va avoir l'équivalent un petit peu d'un stand-up meeting pour agents? Puis les humains sont encore dans le système là-dedans, mais c'est la réalité où est-ce que présentement, puis c'est un petit peu comme je disais, le frame de référence de la façon dont ça a été construit et répliqué dans le système. La plupart des gens présentement construisent un système en se disant « ça va être moi ta seule automatisation dans ton système » ou « ça va être ton automatisation principale pour ce rôle-là, je suis le seul que tu as besoin de payer, tu peux mettre tes employés dehors même. » Mais c'est jamais comme ça que ça arrive. Il va en avoir plusieurs, ils vont être en compétition. Des fois, on va se mettre l'humain dans la boucle. Oui, la chose écrit du code, mais on va le pogner sur le code review. Puis là, tu as un bot de code review qui lui permet de flaguer pour aller live. Est-ce que ça fonctionne encore dans nos politiques d'adoption? C'est un pensez-y bien. Comment gérer le contexte limité? Et ici, je ne veux pas dire le contexte à la context window d'un LLM. C'est vraiment, je dirais, quand on déploie du code, par exemple. On va avoir une version, puis des fois, on dit « Oups, elle ne fonctionne pas, il faut qu'on fasse un rollback. » Mais est-ce que c'est sécuritaire de faire un rollback, de rouler la vieille release, ou est-ce qu'on doit faire un patch et un roll forward? Des fois, c'est un feature flag à flipper ou tu en as 3 à flipper. Comment est-ce que tu flippes les bons? Y a-tu l'accès au code de ces choses-là? Est-ce que les bonnes décisions vont être prises pour faire ces choses-là? Il y a certains problèmes où est-ce que tu les vois arriver et tu fais comme on est mieux de rien faire. Est-ce que ces côtés de contexte-là vont être bien compris, bien faits? Et s'ils ne le sont pas, c'est qui est-ce qui rentre dedans? Parce que même des fois, quand on a un petit peu, on va dire un billet pour l'action, quand il y a de quoi on essaye quelque chose, ou des fois on a l'inverse, un billet pour la passivité, quand il y a de quoi on n'essaye rien. Quand on est dans un système où on a une dizaine de ces agents-là en même temps, puis que la moitié a un billet pour l'action, puis la moitié a un billet qu'ils n'ont pas, puis qu'il faut faire de quoi ou qu'il ne faut rien faire, qui est-ce qui se souvient qu'il faut enfermer la moitié puis laquelle pour que ça arrive? C'est des choses qui arrivent qu'on doit faire attention. Et puis maintenant, j'aime l'idée d'un incident. Qui est-ce qui enquête et qui est-ce qui apprend? Parce que qui vraiment est responsable de l'AI, à qui est-ce qu'on donne la charge finale? Souvent, c'est quand quelque chose a pété et qui n'a pas marché, c'est qui est-ce qu'on appelle pour aller comprendre ce qui s'est passé, réparer les choses, puis donner l'information. À moins que l'AI se répare toute seule, ou est-ce que là, on peut vraiment dire qu'elle est responsable et indépendante, il y a quelqu'un d'autre qui passe en arrière, qui ramasse les pots cassés, qui gère la chose puis qui ramène tout. Et c'est probablement cette personne-là et son équipe qui ont la vraie responsabilité dans le système. Donc, avant de parler d'un agent indépendant, souvent, c'est un petit peu j'aime me poser cette question-là de quand ça va péter, c'est à qui la charge. Parce que la personne à qui la charge allait, c'est vraiment eux qui sont responsables pour vrai. Puis tout le reste, ça nous permet de commencer à mettre notre définition de où est la limite de l'indépendance de mon agent. C'est où la limite de son autonomie. Puis s'il est capable de gérer ces incidents, cool, c'est vraiment impressionnant. Ça n'existe pas encore. À partir du moment qu'on sait que la limite existe, où est-ce qu'elle est, c'est quelque chose qu'on peut chercher. Et puis c'est tout, c'est mes 12 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est distrayant, je vois les Canadiens scorer en arrière. Écoute, tu m'as allumé au bout. Qu'est-ce que tu fais à soir? Non, mais c'est pas ça. À soir, j'ai une présentation à donner au bar IA, qui, by the way, ça aurait dû s'appeler IA Tremblay. Ouais. Ma question, c'est que tu as beaucoup de questions là-dedans. Là. Oui. Il n'y a aucune réponse présentement. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à une réponse dans 5 ans? Est-ce que tu penses qu'on va commencer à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire bientôt? En fait, toutes ces questions-là ont des réponses aujourd'hui. C'est juste que c'est pas les réponses qu'on aime. Ah. Je vais commencer avec ça. Puis oui, ça se peut que ça s'améliore, mais il y a un principe que j'aime beaucoup qui s'appelle la technologie charismatique. La technologie charismatique, c'est quand quelqu'un essaye de nous vendre un produit qui a tellement des belles promesses puis qu'on veut tellement y croire qu'on se met un peu à y croire. C'est un terme qui a été inventé avec le projet du One Laptop per Child en Amérique du Sud, qui était un petit espèce d'ordinateur vert qui ressemblait à une grenouille, qui avait une petite crinque pour le faire marcher dans un village qui n'a pas d'électricité, qui était censé être merveilleux pour l'éducation, puis ça n'a jamais vraiment fonctionné de façon parfaite.
Mais les exemples ont été donnés, que ce soit avec les voitures qui se conduisent tout seules, l'AI en fait un petit peu partie, la radio dans le temps en était une, ce que tu dis, tout le monde va être capable d'avoir sa propre émission de radio, faire ses propres choses, puis éventuellement, c'est pas comme ça que ça marche. Ça livre pas la marchandise, puis on se rend compte que si on veut révolutionner une salle de classe, souvent, un ratio élève-enseignant est meilleur qu'un ordinateur dans les mains de chaque étudiant pour avoir un bon impact. Fait que pour moi, l'AI est un petit peu une technologie charismatique où est-ce que ça fait des années qu'on se fait dire ça va tout révolutionner, ça va remplacer tout le monde. Puis oui, ça s'améliore, mais il y a énormément de millage qui est fait dans ces technologies-là parce que les gens espèrent que ça livre, même si ça ne livre pas nécessairement. Donc, oui, ça s'améliore. Éventuellement, ça va être de mieux en mieux, mais si moi, je déploie quelque chose en production, je veux que ça marche aujourd'hui. C'est un petit peu la même affaire que si j'ai embauché un employé senior, extrêmement senior. Je cherche quelqu'un avec 20 ans d'expérience. Il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit « J'en ai 10, je connais pas ta tech, mais dans 5 ans, je vais être bon. » Je fais comme « Christ, une belle promesse, je t'embauche. » C'est pas de même que ça marche. Donc, c'est un petit peu le faire attention parce que c'est facile de se laisser charmer par de la technologie. On ne se laisse pas nécessairement charmer par des humains de la même façon, sauf quand la technologie a l'air d'un humain. Je vais dire ça de même. On a un chatbot, ça a l'air d'être un humain, on se met à y prêter des habilités humaines, puis c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de déployer de l'intelligence artificielle, puis c'est ça le problème. Il dit, il y a une tâche que je pensais qu'elle allait bien faire, c'est complètement de la bullshit. Il y a une tâche que je pensais pas qu'elle allait être capable, ça a super bien marché. Mais cette incapacité-là d'être capable d'évaluer qu'est-ce qui va bien marcher ou qu'est-ce qui va pas bien marcher, ça fait que c'est un outil difficile à manipuler. J'aime comparer ça à conduire un vélo sur lequel on est avec un joystick ou une manette de PlayStation. C'est pas la façon qui fait l'intuitive. C'est probablement possible de le faire, mais si on avait une meilleure interface comme un guidon, on irait plus loin. Puis j'ai beaucoup, moi, dans mes opinions, de beaucoup de ce qu'on a dans l'AI, ça se présente comme un chatbot et ça ne devrait pas être la bonne interface parce que ça nous encourage à avoir un réflexe anthropomorphique qui ne nous permet pas d'estimer comme du monde comment l'utiliser de la bonne manière. Donc c'est un danger un petit peu. Puis c'est ça qu'on nous vend parce que Christy, ça vend de la science-fiction. Salut! Donc, le titre de ta présentation, c'est « L'humain dans la boucle, oui, mais où? » Oui. Moi, je te poserais la question, l'IA dans la boucle, peut-être, mais où? Oui, bien, c'est un petit peu ce que tu as une division entre la différence entre un outil et un agent. Un outil, ça devient un peu une extension d'une personne. Tu l'utilises pour un besoin quelconque. Tu connais ses capacités, ses choses que tu peux faire avec. Fait que tu vas le prendre pour une tâche, tu vas le laisser de côté pour un autre. C'est ce qu'on a beaucoup en informatique comme automatisation, c'est un outil. C'est utilisé dans un certain contexte. Ton autoscaler, il n'est pas en train d'essayer de faire tes migrations de base de données. Il autoscale, puis c'est tout, il y a un rôle bien défini. Un agent, c'est là que ça a besoin de se comporter un peu plus comme un coéquipier. Où est-ce que tu dis, j'ai un objectif à faire, change ton objectif, fais ces choses-là. Les chatbots qui génèrent du code, ça en vient pas pire. C'est intéressant de ce côté-là. Ce qu'ils ne savent pas nécessairement faire encore, c'est dire, est-ce que je suis en train de piler ses pieds de quelque chose que tu fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaye de faire le même changement? J'ai vu tel autre PR qui était en programme en même temps. Est-ce qu'on se met dans le trouble à travailler tous les deux sur la même chose? Donc, il y a une meilleure capacité présentement des agents à faire à les diriger, mais ils n'ont pas encore un côté collaboratif qui existe. Puis ce côté collaboratif-là va être vraiment important si on veut avoir, d'un point de vue, je dirais, cybernétique, un agent qui va être dans la boucle autant que toi. Sinon, ça devient un petit peu comme un outil où on le voit un peu dans le... C'est renforcé au niveau protocolaire, comme avec le côté imagerie médicale. Il y a 2 personnes qui lisent, vous mettez votre diagnostic, il y en a un 3e qui l'évalue. Là, de façon structurelle, ça agit comme un humain ou comme un coéquipier parce que ça respecte un certain protocole. Mais généralement, en entreprise, on n'a pas de protocole strict comme ça. C'est trop compliqué. Donc, si on n'est pas capable de faire quelque chose qui est vraiment très bon pour être collaborateur, on est mieux des fois d'essayer de se contraindre à être un outil prévisible. Une dernière question, Kevin? Je ne sais pas si c'est une question ou plus un commentaire. Pour moi, il y a 2 problèmes colossaux en IA. Il y a premièrement... Juste 2. Non, mais c'est 2 problèmes qui peuvent les rassembler ensemble. Oui. Premièrement, il y a une déconnexion impressionnante entre la connaissance en IA et ce qui se vend auprès des entreprises, justement. L'intelligence artificielle, c'est une discipline de recherche. C'est vieux et c'est très vaste. Très, très vaste. Puis nous, on les connaît, les limites. Tu sais, c'est très connu. C'est étudié énormément. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'articles à chaque année qui sortent. En fait, vous n'avez pas assez d'une vie pour en lire 1 an de papier en IA. OK? Et ça existe, je l'ai mentionné tout à l'heure, depuis 1950. Donc, des millions d'articles scientifiques. Le deuxième problème colossal, c'est le nom.
on a mal choisi le nom de la discipline. Parce que l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi votre A-Star qui vous permet de faire de la navigation dans votre voiture. Et il y a plein de vieilles affaires qu'aujourd'hui, vous appelez des outils qui viennent de l'intelligence artificielle. En fait, il y a peu de gens qui le savent, mais même la programmation orientée objet vient de la recherche en représentation de connaissances qui s'est faite dans les années 65-70. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des vieux trucs. Puis le problème qu'on a eu, c'est qu'on a nommé ça intelligence artificielle, puis effectivement, non, on ne fait pas de la vraie intelligence artificiellement. Donc, c'est un mauvais nom pour donner à des outils. C'est effectivement que des outils. Et là, après, il y a des vendeurs qui vont vendre peut-être un peu plus que ce que c'est réellement, tu sais. Puis il y a ce côté-là, puis il y a un autre côté aussi que j'ai remarqué, parce que j'ai des collègues qui lisent beaucoup plus les études justement d'intelligence artificielle, puis ils disent où est-ce que tu prends tes informations, parce qu'on a souvent un petit peu ces désaccords-là. Puis je dis, ben moi, le côté où ce que je vais les chercher, c'est que si je veux savoir comment est-ce que l'AI s'intègre en éducation, je ne vais pas lire un papier d'AI, je vais lire un papier d'éducation, parce qu'eux vont avoir une perspective différente de comment la technologie peut ou peut ne pas les aider. Puis c'est le côté difficile de quand on tombe dans le côté intégration et déploiement de technologie, c'est qu'on mélange les deux perspectives. Donc, si on est vraiment souvent dans une approche de « je fais de l'informatique, je lis des études d'informatique », on manque souvent un côté de l'applicabilité. Puis il y a un pattern, surtout depuis ChatGPT qui est arrivé, on les voit, les études, c'est un peu tout de « est-ce qu'un LLM peut faire ça? » Là, tu vas avoir 8 études de est-ce que le LLM peut le faire, puis est-ce qu'il le fait bien. Puis tu vas avoir de l'autre côté des gens qui font comme, ben nous autres, ce que ça nous prendrait vraiment, c'est un budget pour des craies sur notre tableau. Ils font comme, est-ce que le LLM pourrait t'aider? Puis c'est le côté des fois où il y a une déconnexion entre la solution offerte et le besoin réel. Puis ils sont intéressants à cibler ensemble. Puis oui, il y en a qui peuvent aider. Puis généralement, c'est un petit peu l'idée de ça arrête de s'appeler de l'AI quand c'est bien rentré dans un workflow, que ça devient avoir une fonction puis un nom. Ça devient de l'anomalie de détection. Ça devient du pathfinding. Ça devient une affaire qui, par le passé, n'avait pas un algorithme très, très simple. Fait qu'on disait ça prend de l'intelligence pour le faire. Puis ça se défait. Puis je dirais, il y a une théorie plus grande au niveau sociologique que je trouve intéressant parce que ça fit un petit peu avec la présentation de le modèle d'intelligence qu'on a, que c'est une boîte qui reçoit un input puis qui a un output qui est un jugement, c'est un modèle des années 50 qui est un petit peu outdated. Quand on parle à des sociologues puis des gens comme ça, on appelle beaucoup l'intelligence située puis collective qui va tomber dans ce qui se faisait peut-être un petit peu plus au niveau des années 90. De dire, si j'ai un calepin avec des notes, ça c'est de la mémoire, ça fait partie de mon intelligence. Si je pose une question à Gab tantôt dans l'auto en revenant, ça fait partie de mon réseau de soutien, c'est une intelligence qui est collective. C'est ce qu'on appelle une intelligence qui est située, ou est-ce que si je suis dans un poste de commande d'un bateau militaire, puis qu'il y a une carte sur le côté, puis que je mets une ligne avec mon trajet, puis que je l'update, ça, c'est une manière dont le cockpit, en général, en tant que système cognitif joint de tout l'équipage, se rappelle de sa position. Fait que c'est un petit peu le côté qui est intéressant aussi quand on prend le pivot, de dire, bien, une entreprise pour laquelle on travaille ou une équipe, c'est déjà un peu une intelligence artificielle, c'est une intelligence collective qui est plus grande qu'une intelligence individuelle, qui est plusieurs agents qui collaborent ensemble. Puis quand on rajoute un AI, c'est pas vrai que l'AI vient remplacer ou changer de quoi par rapport à un humain, c'est que l'AI vient d'être rajouté dans le système cognitif joint de tout le monde dans l'entreprise ou tout le monde dans l'équipe. Puis c'est la perspective qui est beaucoup en arrière de ces jugements-là. Puis c'est le côté où on voit souvent aussi ce qu'on appelle le paperclip maximizer, où on prend un AI, on va dire génère-moi des petits trombones à papier, puis va se mettre à faire de la déforestation pour avoir toutes ces ressources. C'est un petit peu une expérience mentale, mais il y a des auteurs qui sont arrivés et qui ont dit ben c'est déjà ça le système capitaliste. On a décidé qu'on maximisait l'argent, puis on est en train de détruire l'environnement, puis on ne peut pas l'arrêter. L'AI existe déjà. C'est des algorithmes de prise de décision qui existent en dehors d'un ordinateur. C'est des processus, c'est des entreprises, c'est collectivement des groupes qui se donnent des mécanismes de faire les choses. Et c'est déjà un petit peu un AI quand on prend un step par en arrière de c'est une boîte noire qui prend des décisions sans qu'aucun humain soit vraiment en contrôle complet de ce qui se passe. Fait que l'idée d'une intelligence est un peu floue. Puis c'est vraiment pour ça que ces idées-là viennent vraiment dire ce qu'on doit évaluer, c'est la performance du système au total, pas juste de l'humain, pas juste de la machine, même pas des fois juste de l'équipe, mais du système total. D'où la raison de où est-ce que l'humain est, un gros impact des fois sur la performance totale du système. On peut ajouter un AI qui est meilleur qu'un humain, puis quand on les met les deux ensemble, la performance est pire que les deux individuellement. Ça se peut. Bon, bien, merci beaucoup, Fred. Oui. On va passer un autre 20 minutes à répondre à des questions. Oui, c'est ça.